Je remercie, par ordre alphabétique, Yannick Borde. Il est avec nous, il est le président du réseau Procivis. Alors, dans ce réseau Procivis, mais il nous le précisera, il y a une activité de construction de maisons individuelles très ancienne et on pense à une enseigne forte, Maisons en France, qui rassemble les sociétés de ce réseau qui construisent des maisons individuelles. Il est aussi un élu local, maire de Saint-Berthevin. C'est à ces deux titres que nous l'avons invité. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Voilà, normalement, il apparaît à l'écran, sauf si je ne le vois pas. Voilà, c'est ça. À sa suite, Damien Hering, il est le président de la Fédération des constructeurs de maisons individuelles. Il est lui-même un acteur de la construction de maisons individuelles. Il est le président de Mikit, une enseigne populaire, bien connue. Président, merci d'être avec nous. Bonjour. Je remercie aussi Michael Nogal. Alors, Michael Nogal, nous l'avons connu parlementaire, je dis nous parce que la communauté immobilière évidemment ne peut pas ne pas connaître un parlementaire qui avait décidé au cours de son précédent mandat de s'investir beaucoup sur les questions de logement. Il a été plusieurs fois rapporteur pour le volet logement de plusieurs textes successifs et en particulier rapporteur pour ce qui est devenu la loi résilience, climat résilience du 24 août 2021. Il est aujourd'hui conseil dans l'univers de l'immobilier, mais c'est au titre, je dirais, du droit de suite qu'on l'a invité. Bonjour Michael. Bonjour Henri, bonjour à tous. Et toujours par ordre alphabétique, alors la galanterie, mais je ne sais pas si ça existe encore, c'est pas pénal, aurait dicté qu'on la présente d'abord, c'est Céline Torres. Elle est elle-même chef d'entreprise et à la tête d'un groupe significatif en Occitanie. Elle construit des maisons individuelles, ce n'est pas sa seule activité, elle pourra nous le dire, mais c'est une activité majeure et elle a comme Damien Hering des responsabilités de représentation professionnelle. Elle préside le pôle habitat FFB d'Occitanie, région que connaît bien Michael Nogal, mais c'est une coïncidence. On ne construit pas de maisons individuelles qu'en Occitanie, je le dis, mais c'est une des régions phares et elle a également des fonctions nationales au sein du pôle habitat FFB et de la FFB. Merci Céline d'être avec nous. Bonjour Henri, bonjour à tous. Voilà, alors le mot d'accueil après cette présentation, elle est sommaire. Je vous renvoie au site du Cercle des managers de l'immobilier. Vous avez des biographies beaucoup plus complètes de chacun de nos débatteurs. Et c'est pour ça que j'ai été beaucoup plus rapide que je n'aurais dû l'être. Le président du Cercle, Benjamin Darmoni, nous dit un mot à sa manière et on entre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous, bonsoir Henri. Oui, nous sommes dans une crise immobilière profonde et je pense que les maisons individuelles n'y échappent pas. Tu l'as dit, les maisons individuelles sont indéniablement le choix de prédilection des Français. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter et de trouver des solutions. Et on interroge notre gouvernement sur ce qu'il peut envisager, sur ce qu'il peut imaginer. Et j'espère que ce soir, on va avoir de nombreuses solutions parce que j'ai l'impression qu'on est dans une impasse et que tous les jours qui passent sont des jours qui coûtent cher, trop cher. Est-ce qu'on peut voir ton visage, Benjamin? Tu n'avais pas la caméra. Voilà. C'est une manipulation un peu différente des autres fois. Voilà. Eh bien voilà, me voilà. Je ne connaîtrais pas. Allez, on attaque tout de suite. Alors, Benjamin vient de nous le dire. Non seulement la maison individuelle, en effet, paraît absente, sinon bannie des politiques depuis les années récentes. Mais aujourd'hui, la crise affecte incontestablement ce segment particulier, plus encore que les autres, plus que la construction collective, plus peut-être que les transactions dans l'existant. Alors, on a avec nous deux représentants professionnels. Céline, si tu le veux bien, déjà quelques éléments statistiques sur l'état de ce marché, que tu connais bien pour ta région, mais au-delà, le pôle habitat représente des constructeurs. On aura évidemment le regard de Damien. Je ne doute pas que vous serez cohérent, mais est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur la santé, on peut bien dire la mauvaise santé aujourd'hui de ce secteur? Quelles sont les causes, par ailleurs, à tes yeux, aux yeux du pôle habitat FFB, de ces
ces contre-performances. Je rappelle pour les plus anciens d'entre nous qu'on a connu des années de production à 200 000 maisons individuelles, hein, voilà. Et on va écouter des chiffres qui sont bien éloignés de ces performances. Est-ce qu'il y a des disparités régionales aujourd'hui? Est-ce que la demande continue à s'exercer? On a posé comme un postulat, je crois qu'on ne peut pas le nier, que les Français aiment la maison individuelle. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'ils expriment toujours cette volonté de devenir propriétaire de maisons individuelles? Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des conséquences sur l'emploi, hein? On peut parler de la filière. Elle est très représentée parmi nos participants. Voilà, donc un cadrage et une analyse déjà de la situation dont on sait qu'elle est préoccupante. Alors oui, je vais parler, donc même si l'Occitanie est la plus belle région de France et qu'il y fait bon vivre, surtout en maison individuelle, je vais quand même parler pour le national. Alors, les chiffres plongent. En effet, tu parlais de 200 000 unités produites dans la bonne période. On est à 79 700 unités en glissant annuel à fin mai 2023. Hein, donc, en sachant que les besoins en logement sont bien plus importants. Ça représente 35% de baisse uniquement sur la maison individuelle en secteur diffus. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que enfin voilà, on n'est pas en opération groupée. Sur le groupé, on est à moins 23,4%, c'est précis, sur le national, avec donc 7050 unités en glissement annuel sur 2023. Et donc, on pensait, comme tu le disais en introduction, que, en effet, c'était la maison individuelle qui était condamnée, mais on s'aperçoit que le logement collectif aussi subit aujourd'hui une grosse baisse avec une baisse à 22% au niveau national en annuel à mars 2023. Donc, c'est toute la filière de l'immobilier neuf qui est condamnée, si j'ose dire, par une non-politique concernant le logement. On l'avait vu, on n'avait pas de ministre, on a pleuré pour en avoir un. Aujourd'hui, on en a un, mais il ne nous entend pas. Donc, espérons que grâce à vous, grâce à ces tables rondes, grâce à tout ce que tu dis d'ailleurs, et je t'en remercie sur les antennes, on finisse par nous entendre. Alors bon, sachant qu'on a un ministre de la Ville et du Logement, il se dit que dans les jours qui viennent, un remaniement ministériel technique serait organisé. Donc, bon, Olivier Klein restera-t-il notre référent? On verra. C'est un autre sujet. En tout cas, très clairement, un sentiment que tu exprimes d'abandon, hein, voilà, d'inconscience ou de faible conscience de la situation du secteur. Peut-être une précision, elle est peut-être inutile pour 90% de nos participants, mais tu as fait une distinction entre le secteur diffus et le secteur groupé. Tu peux être plus précise. En clair, les promoteurs aussi construisent des maisons individuelles. C'est pas tout à fait le même objet, mais tu peux préciser? Alors oui, le principe du contrat de maison individuelle ou de la maison individuelle, c'est qu'on construit sur le terrain d'autrui. C'est-à-dire que vous avez une assise foncière et on va construire un seul projet de maison par terrain. La maison groupée ou la maison en bande, c'est donc une seule assise foncière et plusieurs maisons sous forme de copropriété. Donc, c'est une copropriété horizontale au lieu d'être verticale sur plusieurs niveaux. Et en effet, les promoteurs s'y attellent et construisent quelques projets comme ça. Aujourd'hui, donc, c'est pas que la maison individuelle, que ça soit en secteur groupé ou en secteur diffus, qui est condamné et touché, c'est aussi le logement collectif vertical qui aujourd'hui est à l'arrêt également. Alors, sachant, c'est intéressant, on va incontestablement y revenir, que la maison individuelle prend ces deux formes différentes, alors avec sans doute des emprises foncières qui ne sont pas les mêmes, avec voilà, un voisinage différent lorsqu'on parle de maison en bande, mais on parle bien néanmoins d'une maison individuelle. Certains se portent vers les maisons individuelles de promoteurs, d'autres sont eux-mêmes avec un consultant de maison individuelle dans le cadre du contrat de loi 90 à l'origine de construction individuelle, mais on parle bien du même objet et les deux segments, tu l'as dit, hein, les deux sont représentés dans ton organisation professionnelle, sont affectés l'un plus que l'autre, mais les deux sont très affectés, hein, et avec quand même le gros de la production qui est sur la maison individuelle
avec le contrat de construction individuelle. Très, très clairement, tu nous dis 80 000 d'un côté de mémoire et 8 000 de l'autre, c'est ça, hein? 8 000 de l'autre, oui. Voilà, hein, donc un rapport de 1 à 10. Alors, l'analyse, tu as dit, on le pense, que les pouvoirs publics ne sont pas au chevet de la maison individuelle. Mais qu'est-ce qui a conduit? Et là, on va analyser la situation de la maison individuelle, qui n'est pas celle du collectif. Qu'est-ce qui a conduit aujourd'hui à cette situation, on va dire, d'étiage de la production de maisons individuelles? Qu'est-ce qu'il en est de l'offre? Qu'est-ce qu'il en est de la demande? On va parler très vite de la décision publique, hein, des élus. On a un maire avec nous. Voilà, quel est le diagnostic du pôle habitat sur ce mal actuel de la maison individuelle? Déjà, on nous a condamnés, c'est-à-dire qu'on se dit maison individuelle, c'est ce qui se construisait il y a 30 ans, on était sur des terrains de 1000 m², aujourd'hui la maison individuelle se construit sur des terrains de parcelles de 200 à 400 m². Aujourd'hui, les opérations d'aménagement n'ont plus rien à voir avec les opérations qu'on a vues il y a 30 ans. Et aujourd'hui, en fait, les pouvoirs publics se servent de ce qui a été fait il y a 30 ans pour dire la maison individuelle, c'est l'étalement urbain, etc. Donc déjà, il y a ce dogme contre la maison individuelle. On a entendu, et tu le disais très justement, Emmanuel Vargon parler de pavillon, qu'on faisait le tour de sa maison. Aujourd'hui, je suis désolée, nous en Occitanie, et je vois mes confrères au national, ne font plus de maisons sur des terrains de 1000 m². D'abord, ça ne correspond plus aux attentes des Français. Les Français veulent peu d'entretien sur leur maison, un petit jardin pour faire leur barbecue, mais certainement plus de gros entretiens avec du jardin à tondre tous les week-ends. On n'a plus envie de ça aujourd'hui, ça ne correspond plus aux attentes. Par contre, les attentes, et c'est le rêve de 80% des Français, c'est de la maison individuelle, même en bande, sur des petites parcelles. On construit aujourd'hui sur des parcelles de 150 m², il faut le savoir, des maisons de 90, 95 m², avec des opérations d'aménagement où on va avoir aussi bien de l'aménagement participatif, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur du commerce, on va avoir de la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle, on va partager des espaces de jardin, on a des places de stationnement qui sont aujourd'hui perméables avec de l'evergreen. Enfin, on s'est renouvelé. Et aujourd'hui, on est condamné par rapport à ce qui s'est fait il y a 30 ans. Je trouve ça particulièrement injuste. On ne vient pas comparer l'automobile d'il y a 30 ans, l'automobile avec l'automobile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes attentes et plus du tout la même façon ni de bâtir ni d'aménager. Est-ce que ça veut dire, tu parles de condamnation, que ce discrédit, on va dire, le mot est fort, mais je pense qu'il n'est pas volé, conduit les élus eux-mêmes, et Yannick s'exprimera tout à l'heure, mais à ne plus souhaiter cela, et donc dans les plans d'urbanisme, dans les règles du jeu, finalement, la maison est exclue. Qu'est-ce qui se passe? Dans la tête des ménages, rien n'a changé. Eux-mêmes considèrent que ce ne serait pas bien d'acheter une maison et donc ils en veulent moins, les élus en veulent moins. Qu'est-ce qui se passe très concrètement dans la chaîne de valeur? Alors, quand les pouvoirs publics veulent plus de quelque chose, ils font en sorte qu'on l'aime pas. Et en supprimant la taxe d'habitation, les maires sont moins incités vu qu'ils n'ont plus de recettes. Donc forcément, ça vient jouer. Un maire, il va se battre pour son territoire. Si, non content de ne plus avoir de recettes fiscales, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, très bien. Ah, voilà. Non content de ne plus avoir de recettes fiscales, en plus de ça, il se retrouve avec une population qui dit moi, je ne veux pas de grue à côté de chez moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Français sont dans une contradiction extrême, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de travaux à côté de chez eux, pas de grue à côté de chez eux, mais par contre, il faut loger leurs enfants dans les villages. Donc le maire, non content qu'il n'a plus la recette fiscale et qu'on l'embête à côté, forcément, ce n'est pas incitatif. Parallèlement à ça, on va avoir des délais administratifs pour l'instruction des permis qui sont de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Et puis, on a ce fameux ZAN, zéro artificialisation nette, qui vient rajouter une couche au gâteau déjà assez épais. C'est-à-dire qu'on va demander aux maires et les inciter à anticiper une politique qui aujourd'hui n'est pas mise en place. Donc, le zéro artificialisation nette, peut-être que tu veux que je fasse un petit rappel de ce que c'est.
Bon, écoute, on va demander tout à l'heure à Michael de le faire, hein, parce que comme c'est de sa faute, Voilà, pas que ce soit... toujours le mauvais rôle. Toujours je le mauvais caricature un rôle. peu, mais il va nous le préciser tout à l'heure. Voilà, il y a un impératif de sobriété, j'ai dit ça tout à l'heure, de frugalité. Il sera plus précis. Écoute, merci beaucoup. Damien, président de l'une des deux organisations professionnelles représentatives des constructeurs de maisons individuelles. Alors, peut-être des chiffres aussi de ton balcon qui peuvent vous compléter ou nuancer ceux que le Pôle Habitat vient de nous donner par la voix de Céline. Ton analyse des raisons, je pense qu'on va retrouver bien sûr des diagnostics communs, mais il peut y avoir une originalité de ta fédération là-dessus. Comment en est-on arrivé à un effondrement, parce que les chiffres sont de cet ordre-là, un tiers de baisse de production. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là encore dans la tête des constructeurs, des élus et des ménages pour que la situation soit tellement préoccupante? Et on rappellera que tu es toi-même un constructeur avec une enseigne que je qualifiais de populaire tout à l'heure. La maison individuelle est populaire et les enseignes sont bien connues. Miki t'en fait parler. Oui, mais on l'assume, tout ce qui est populaire n'est pas forcément mauvais, de mauvaise considération. La thématique, en fait, dans la tête des ménages, il ne s'est rien passé. Les ménages, on a fait encore récemment un sondage au sein de la fédération, on interroge les gens sur la forme d'habitat qu'ils veulent, dans laquelle ils souhaitent évoluer. Et les ménages, ils expriment quoi? Ils expriment qu'ils veulent un peu plus d'espace et un accès extérieur. Alors, ils n'expriment pas forcément en tant que tel, on veut une maison individuelle, mais en France, quand on cherche un logement où il y a un peu plus d'espace et des extérieurs, c'est pas pour rien si la ministre du Logement que vous évoquiez, qui parlait de maisons individuelles anti-écologiques, économiques et antisociales, avait dit quasiment la semaine d'après. Mais on constate aussi qu'il y a un problème de désirabilité des villes. Le collectif est devenu invivable, les appartements sont trop petits et ça avait donné naissance au Pinel Plus, où pour continuer d'avoir de la défis, qu'il fallait construire avec du traversant, du balcon ou de la terrasse, plus de hauteur sous plafond. Voilà, donc parce que en fait, c'est ça que c'est que c'était une grande étude qu'avait lancée Emmanuel Vargon, c'est à mettre à son crédit, ça s'appelait Habiter la France de demain. Et en effet, c'était un bullshit total. C'était un bullshit total. C'était orienté dès le début avec. C'est sûr que si on mène une concertation en intégrant en fait une partie seulement des acteurs de production de logement, forcément on sait à quelle conclusion. Mais de toute façon, toutes ces études, elles sont tournées comme ça. Toutes ces études, elles ont un cahier des charges. Voilà la conclusion à laquelle il faut arriver. Et puis ensuite, on met en place le groupe de travail qui va bien pour arriver à cette conclusion. Bon, donc dans la tête des Français, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils expriment toujours le même besoin. Dans la tête des pouvoirs publics, ça fait quelques années que de toute façon, on a vu les attaques les unes après les autres arriver sur la maison individuelle. Ça a commencé par les sous, le zonage du PTZ, là, la fameuse demi-quotité de PTZ en zone périphérique. Donc, de façon un peu hypocrite, on a dit, tiens, on va pas enlever des aides à la maison, mais on va enlever des aides où on construit les maisons. Donc, ça, c'était le demi-PTZ qui avait été mis en place par Macron dès son arrivée. Ensuite, ils se sont dit, comme ça n'a pas fonctionné, ils se sont dit, bon, la maison individuelle, c'est un marché d'accession. Et c'est vrai que 90%, 95% des gens qui achètent une maison y achètent pour accéder. C'est pas du tout la même configuration dans le collectif. Donc, ils ont enlevé la fameuse APL accession, qui a désolvabilisé tout un tas de ménages modestes parce que les locataires touchent une APL à la location. Donc, évidemment, quand on perd cette aide en devenant propriétaire, forcément, la marche à franchir en remboursement de crédit, elle est plus importante. Et puis là, la dernière étape, c'est la suppression de la deuxième partie du PTZ, où là, on vise spécifiquement non plus le zonage, mais la thématique maison individuelle, où on dit on va supprimer le PTZ de la maison individuelle. Donc ça, c'est une mécanique qui s'est mise en place depuis quelques années.
qui n'est pas surprenante, parce que de toute façon, quand on est reçu dans les ministères, on nous dit, ben nous, de toute façon, on assume que l'argent collecté par les pouvoirs publics ne doit plus servir à construire de la maison. Voilà. Ils ont décidé un modèle de société où tout le monde doit habiter dans du vertical, avec du collectif, une crèche au rez-de-chaussée, juste à côté de la gare. Ben, c'est une politique qui est très parisienne, en fait, hein, c'est une politique de métropole. Voilà. De toute façon, on a un président des métropoles qui met en place une politique de métropole. Tout le monde sera ravi d'avoir un RER à côté de chez lui. C'est le fameux plan RER. On va faire 17 RER en France. Il n'y a qu'à prendre le RER à Paris pour voir comment ils sont tous contents d'être dedans. Donc, on va mettre ça en place partout. Et honnêtement, c'est une thématique c'est des idées reçues, en fait, hein, qui ont été mises en place. La maison individuelle, elle a fait sa révolution, comme disait madame. D'un point de vue performance énergétique, ça fait plus de 10 ans qu'elle est plus performante que le collectif. Il n'y a pas de dérogation aux maisons individuelles, il y en a dans l'habitat collectif. Les terrains sont plus petits qu'avant, les lotisseurs ont fait leur révolution et nous demandent de construire sur des terrains plus petits qu'avant. La seule initiative qui allait un peu dans le sens de la maison individuelle, c'était la fameuse mise en place de la loi Allure. Qui adressait ce sujet un peu de sous-densité et du fait qu'il fallait se mettre à travailler sur les dents creux, sur des terrains plus petits, je crois que ça date de 2016, qui avait été une bonne initiative, hein, qu'on avait applaudi, mais qui sur le terrain n'avait pas réussi vraiment à donner de grands résultats, parce que on avait constaté qu'elle avait été assez vite contournée en fait dans les règlements d'urbanisme locaux. Mais... Un mot, Damien, sur ton appréciation indéniable que la maison individuelle est un produit d'accession à la propriété. Bon. Oui. Et donc, tu as énuméré un certain nombre de décisions qui ont étouffé, en quelque sorte, et qui ont enlevé de l'oxygène à l'accession en maison individuelle. Un mot sur l'investissement locatif. Là aussi, me semble-t-il, l'aide publique est devenue exclusive de la maison individuelle. Le Pinel. Oui, ça fait 2 ans. Voilà. Enfin, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'il a été écrit noir sur blanc, le dispositif de défisque ne s'applique plus en maison individuelle. Ton avis sur la demande locative en maison individuelle, est-ce que ce n'est pas aussi un marché, quand on dit que les Français veulent la maison individuelle, on n'a pas dit qu'ils voulaient forcément l'acheter. Est-ce qu'aujourd'hui, un marché qui est un petit marché, hein, les chiffres, c'est quoi? C'est même pas 10%, c'est de l'ordre de 10%, entre 8 et 10%, je crois, de la production. La demande pour la maison, elle est hyper forte, que ce soit en accession ou en location. Là, on parle de celui qui va y habiter, en fait, du preneur, soit du preneur à bail, soit de celui qui va acheter le contrat. Après, si on se met dans les baskets d'un investisseur, le produit, c'est sûr que le produit habitat collectif, il est sans doute un peu plus facile, entre guillemets, pour anticiper la gestion. Il y a pas de, quand il y a une vacance de locataire, il n'y a pas de jardin à traiter, etc. Les parties communes, elles sont gérées par un syndic. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours eu historiquement un investissement beaucoup plus orienté vers le collectif que vers la maison individuelle. Mais le seul fait d'enlever, là on évoquait le fait qu'ils aient supprimé des aides à la défisque en maison individuelle. C'est pas la quantité d'opérations que ça remet en cause qui posait difficulté, c'était plus un sujet de principe en fait. C'est qu'on voyait bien là qu'il y avait un marqueur, tout ce qui relève de la maison individuelle ne leur plaît pas. D'accord. Dernière chose, je reviendrai évidemment vers toi, mais on parle de construction, de maisons neuves, à destination voire des investisseurs et des locataires. Est-ce qu'aujourd'hui, sous l'effet de cette contrainte sobriété foncière, on va mécaniquement construire moins, c'est ce qui est en train de se passer, les constructeurs ne sont pas enclins à s'occuper de la maison existante, celle-là même qu'ils ont peut-être construite et vendue il y a 10 ans, 20 ans ou 40 ans, pour la surélever, l'étendre, pour la densifier. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a une innovation, une diversification, je ne sais pas comment il faut dire, des constructeurs? Ah bah, il y a l'innovation, parce qu'à partir du moment où il y a des milliards et des milliards qui sont déversés pour aller réaliser des projets de rénovation, il y a tout un tas d'acteurs qui s'interrogent et qui tournent autour du sujet, hein, avec des pratiques plus ou moins vertueuses, mais enfin là, c'est peut-être pas l'objet du propos. Après, les constructeurs, ils sont par rapport à cette thématique de basculer vers la rénovation, hein, d'ailleurs, c'est ce que nous disent certains conseillers ministériels, tiens, vous avez qu'à vous mettre à la rénovation. Déjà, 2 sujets. Le premier, c'est que
En France, il y a une population qui se développe, qui s'étend. On nous parle parfois de vacances de logements à rénover, et donc la solution, ça serait en fait de rénover des vieilles bicoques qui sont aussi situées parfois à des endroits où personne ne veut habiter. Ça, c'est une vraie question qu'il y a derrière ça. Et puis après, d'un point de vue technique, pour le constructeur, adresser les métiers de la rénovation, c'est prendre des virages qui sont pas forcément faciles à prendre, parce que d'un point de vue commercialisation, c'est pas du tout les mêmes ventes. La vente de rénovation, c'est une vente beaucoup plus technique, hein. Un commercial en maison individuelle, je ne vais pas dire qu'il connaît pas grand-chose en technique, mais en tout cas, il n'y a pas d'études à faire sur l'existant. Et bah, en fonction de l'existant, il peut s'avérer que les techniques à employer sont complètement différentes. La rénovation, ça n'a jamais non plus beaucoup plu aux banques, parce que derrière la thématique d'acheter un bien ancien et de rénover, il y a la thématique de savoir quelle est la garantie sur le prix total du projet, puisque par construction, quand on adresse un bien ancien, on ne sait pas forcément vraiment l'ampleur de ce qu'il va falloir réaliser. Et puis aussi, même d'un point de vue exécution chantier, souvent, ce n'est pas les mêmes. Les coordinateurs de travaux sont habitués à travailler avec les méthodes modernes et pas faire de reprise sur de l'ancien. La sinistralité n'est pas la même, les artisans souvent ne sont pas les mêmes. Donc cette bascule, il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent, mais elle n'est pas si facile que ça à réaliser. Mais encore une fois, pour traiter le fond du sujet, elle ne traitera pas la thématique du logement en France, c'est quoi? C'est que c'est trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher aux Français de se loger. Et ça, la raison, c'en est quoi? C'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de logements disponibles. Et donc, c'est pas en raréfiant l'offre de logements. Toutes les politiques du logement mises en place depuis 2017, depuis 6 ans, elles sont pour vocation à raréfier l'offre disponible. On enlève des aides, on supprime du foncier, de toute façon, si on construit moins, les logements vont être plus chers, hein. Ils sont obligés de mettre des plafonnements sur l'augmentation des loyers, tout simplement parce que comme on construit moins, il y a de la tension et les loyers augmentent. Et en fait, cette politique, elle est inflationniste. Donc sur le poste de dépense le plus important dans le panier des ménages, on a une politique qui est complètement inflationniste. Merci beaucoup, Yannick. Alors, élu de la Mayenne, hein, pour ceux qui ne sauraient pas où est Saint-Berthevin, ils ne doivent pas être nombreux, mais on ne sait jamais. Bon, tu es à la fois élu et un professionnel de la construction à la tête de Procivis, et d'ailleurs de ta société aussi, hein, locale en Mayenne, membre du réseau Procivis. La maison individuelle, est-ce qu'aujourd'hui, tu la vis de manière schizophrénique, c'est-à-dire comme élu, tu es amené à faire ce qu'on a entendu, hein, c'est-à-dire à ne plus la favoriser. Mais comme constructeur, tu as envie de le faire et il y a une demande qui s'exprime. Voilà, la situation de l'élu et opérateur de la construction individuelle que tu es. Tu peux nous dire un petit mot d'ailleurs de Maison d'Enfance. J'ai cité l'enseigne, elle est bien connue aussi, mais peut-être quelques chiffres de production, de société, si tu le veux bien. Merci Henri. Alors effectivement, c'est peut-être parfois un petit peu schizophrène d'être à la fois opérateur immobilier et élu local. Juste sur le réseau Procivis, quelques éléments de précision quand même, puisque nous, on a la particularité d'être sur l'ensemble des secteurs du logement. On est à la fois promoteur, constructeur de maisons individuelles, principalement sur la marque Maison d'Enfance, mais aussi avec une autre marque importante sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le groupe IGC. Et on est le 4e administrateur de biens, avec un peu moins d'1 million de logements gérés, de biens gérés, et puis on a aussi une branche logement social. Donc, vous voyez, on est sur l'ensemble de la chaîne. Sur l'activité maison individuelle, enfin sur l'activité construction du réseau, sur 2021, on était à 10 000 sur logement. Il y avait à peu près 4 000 maisons individuelles en secteur diffus et 6 000 logements en promotion immobilière, dont, comme ça a été dit tout à l'heure par Céline Torres, quelques-uns en maison individuelle, dans le cadre de la promotion immobilière, principalement d'ailleurs en accession sociale et notamment dans le cadre du dispositif PSLA, location-accession. Sur 2022, la production a un peu chuté, on est passé à 7005, toujours avec la même répartition, c'est-à-dire un gros tiers en maison individuelle, même si on doit reconnaître que dans le réseau, on voit une petite bascule qui commence à... Et moi, le groupe que je dirige en Pays de la Loire, puisque je suis élu en Mayenne, mais le groupe est arrangé, on l'a fait, on est passé d'une production en secteur diffus à une production en secteur groupé, ce qui n'est pas nécessairement évident.
mais c'est pas aussi mécanique parce que c'est pas tout à fait le même produit, c'est pas la même clientèle, c'est pas le même marketing, enfin, tout est assez différent. Mais on voit qu'il y a une bascule. Et cette bascule, effectivement, si je prends l'autre côté de mes engagements, c'est la problématique foncière. Alors, quand on est un élu local, moi, je voudrais corriger 2 ou 3 sujets, je m'excuserai, mais d'abord, on est un peu comme le promoteur qui veut satisfaire sa clientèle, on veut satisfaire ses concitoyens. Alors, les concitoyens, il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui veulent venir sur la commune, et quand on est dans la région ouest, comme dans la région Occitanie et comme dans beaucoup de régions de France, le logement que l'on souhaite, c'est un logement individuel. Voilà. Et puis après, il y a les considérations des collectivités locales. Et nous sommes questionnés et nous questionnons sur les règles du zéro artificialisation nette qui arrive, parce qu'on a, je pense, tous les maires ont envie de voir leur commune se développer. Alors certains, plus ou moins, sur la question du logement, il y a un vrai sujet, mais globalement, dans beaucoup de territoires, il y a quand même l'envie que la commune progresse. La maison individuelle ou la construction et à l'intérieur de la maison individuelle est bien évidemment une des pistes qui est indispensable. Moi, je combats un peu les maires parfois qui à la fois prônent du développement économique de leur territoire et sont très frileux sur la question de construction de logements. Je trouve que ça ne va pas ensemble comme stratégie. Donc, je n'hésite pas trop à le dire. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la question de l'étalement urbain et du zéro artificialisation nette est quand même un sujet sur lequel on peut difficilement continuer d'aller au rythme où on allait, même si, comme ça a été dit à juste titre, on ne consomme plus des terrains de 1000 m² pour faire une maison. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut savoir dans le budget d'une collectivité locale, c'est que tirer des réseaux de bus, tirer des réseaux d'assainissement, tirer des réseaux de fibres, tirer des réseaux, on peut finir sur tout un tas de sujets, c'est aujourd'hui une vraie problématique et un vrai coût. Donc, donc tu dis, je traduis pour qu'on soit très clair, le coût de la maison individuelle pour une commune comme celle dont tu es le maire est majoré par rapport au collectif, parce que les réseaux… Oui, il est majoré, sauf à considérer qu'aujourd'hui, et c'est un peu la piste que à la fois le réseau prône et que moi je défends, sauf à considérer aujourd'hui qu'il faut densifier. Ça a été dit, hein, quand on passe de 1000 m² à 150 m ou 300 m² sur une maison, et on a commencé. Je pense qu'il faut raisonner sur des formes urbaines un peu différentes, sans tomber dans les excès qu'on a pu essayer de nous tester, sur lesquels on a pu essayer de nous tester. Je pense par exemple à des parkings déportés collectifs ou à des choses comme ça. Je pense qu'il faut éviter trop de choses sur certains territoires. En tout cas, ça marche dans des grandes agglomérations, ça marche sans doute moins dans d'autres. Évitons de copier tout ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais il faut avoir quand même à l'esprit que cette nécessité de densifier, elle est cruciale. Mais moi, je mettais tout à l'heure, tu citais les interventions d'Emmanuel Vargon. Il se trouve que le réseau ProCivis, depuis la sortie du premier confinement en juin 2020, nous, on avait été agacés en juin-juillet 2020, de voir notamment certains grands sites internet spécialisés dans le logement, sortir des stats toutes les semaines en disant ça allait être l'exode rural, l'exode urbain, l'exode de je ne sais pas quoi. Et donc, nous, on ne le sentait pas venir. Et donc, depuis 2020, toutes les fins d'année, on fait une enquête avec Harris sur un panel de 10 000, donc enquête Harris, donc structurée, hein, légitime, on va dire. Et en 2021, 86% des gens disaient qu'ils voulaient une maison individuelle. Par contre, effectivement, la question de la densification est une question qui pose question. Et moi, je m'étais un peu opposé à Emmanuel Vargon quand elle avait flingué la maison individuelle. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense que tu as été plus cru que moi, donc ça passe, je pense, de le dire comme ça. Et puis, surtout, parler de densification. Et la densification, je pense qu'elle est nécessaire absolument partout aujourd'hui, compte tenu des enjeux, notamment en lien avec la problématique foncière. Par contre, elle ne s'articule pas de la même façon quand on est en Ile-de-France, en première couronne de Nantes Métropole, autour de Montpellier ou dans le Cantal. Mais elle doit quand même ça doit être un mouvement, je pense, qu'il faut continuer de faire avancer et de poursuivre. Je voudrais rectifier quelque chose qui est une mauvaise pensée, mais les élus sont responsables de cette mauvaise compréhension des acteurs de l'immobilier. Il n'y a pas d'impact pour une collectivité de la suppression de la taxe d'habitation. Il n'y a pas d'impact tant que le législateur ne décide pas de revoir la compensation. Parce qu'en France, on a cette grande volonté, c'est de réformer la fiscalité, mais de faire en sorte que le résultat soit le même qu'avant. Donc, on bouge des tuyaux. On débranche d'un côté, on branche de l'autre. On fait de la plomberie, au lieu de faire de la fiscalité. Et donc, moi, j'ai une commune SRU, 8000 habitants,
grosse base fiscale, parce que j'ai la chance d'avoir des grosses entreprises sur le territoire. Il y a 6 000 emplois sur le territoire pratiquement. Donc, je n'ai pas d'impact sur ma numéro 7 fiscale, puisque je récupère, entre guillemets, je ne vais pas faire l'explication, mais je prends une seconde quand même, parce que je trouve que c'est un argument, d'abord, utilisé par la maire pour dire je ne veux plus qu'on construise parce que j'ai plus la taxe d'habitation, ce qui n'est pas vrai. Il y a de nouveaux tuyaux et une compensation. Ce qu'on peut perdre, c'est une certaine dynamique de la fiscalité, et notamment l'impossibilité de jouer sur les taux des anciennes taxes d'habitation. On ne peut plus jouer que sur les taux de la taxe foncière. La taxe foncière, elle concerne les propriétaires, elle ne concerne pas, quand on est locataire, elle concerne le propriétaire bailleur. Ce n'est pas tout à fait la même poche. Elle concerne aussi les entreprises. Quand on bouge son taux de taxe foncière, ça concerne aussi les entreprises. Donc, ce n'est pas tout à fait la même. On ne va pas puiser nécessairement dans les mêmes poches. Et puis, il y a la question derrière de l'exonération de la taxe foncière, derrière tout ça, et notamment en lien avec le logement social ou l'accession sociale. Je pense notamment au PSLA. Et effectivement, les maires qui ont dit « je n'ai plus d'intérêt à construire du logement social parce que, 1, je n'ai pas la taxe d'habitation, il faut aller compenser, 2, je n'ai pas la taxe foncière parce qu'elle est exonérée », c'était vrai jusqu'à la loi de finances de 2022, ce n'est plus vrai puisque sur le quinquennat en cours, elle sera compensée sur la production neuve. Voilà, je suis un peu dur avec mes collègues maires, mais je pense que beaucoup, ça leur sert d'un prétexte. Après, sur... Pardon, Henri. Non, juste une chose que Céline, me semble-t-il, a dite, mais on entend ça. Est-ce que tu ressens chez tes collègues, peut-être chez toi, tu disais on ne peut plus vivre avec cette consommation foncière, je crois que c'est l'équivalent d'un département français qu'on artificialise. Alors il faut nuancer le propos, mais c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu dis qu'il y a une anticipation sur l'échéance, on va y revenir juste après toi avec Mickaël, mais sur l'échéance du ZAN qui est 2050 avec une étape intermédiaire de division par 2 de la consommation en 2030. Ce qu'on entend, c'est que les maires sont plus réalistes que le roi, si tu me passes l'expression. Est-ce qu'il y a ce mécanisme d'anticipation qui bloque notamment l'habitat individuel ? Le mécanisme d'anticipation, il commence à arriver parce que d'abord, alors c'est très hétérogène d'un territoire à l'autre parce que ça dépend de la pression aussi qu'on a sur les territoires. Il se trouve qu'on a des territoires, je prends un secteur que je connais bien qui est la grande façade ouest, Atlantique, du Cocharbois à Biarritz, qui est un territoire qui économiquement se porte extrêmement bien, avec des taux de chômage qui sont assez faibles, avec des entreprises qui ont du mal à recruter. Et pour qu'ils se recrutent, aujourd'hui, il faut qu'on fasse du logement. On ne fera pas de tours et des collectifs dans un centre de territoire. Donc après, c'est de trouver le bon mitage et le bon mixage entre du logement collectif et du logement individuel. Quelle densité on accepte. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de propos malheureux sur, à un moment donné, les excès de la densification qui avaient été tenus par Emmanuel Vargon fin 2021. Et la densification, elle arrive dans toutes les villes aujourd'hui. Et dans les villes moyennes, on voit arriver des petits collectifs qui n'existaient pas. On voit des grands promoteurs qui s'intéressaient qu'aux grandes métropoles qui arrivent aujourd'hui sur des villes de deuxième couronne de métropole. Donc, on voit bien que l'offre, la demande étant comme elle est. Alors, on confond parfois demande et besoin, d'ailleurs. Hein, on n'est pas très bon là-dessus. Hein. Et en même temps, quand on produit du logement, le fait de créer un lotissement, le fait de créer une opération de promotion, on crée la demande. Le fait de mettre de l'offre, on crée la demande sur un territoire qui ne l'avait pas nécessairement. Donc, c'est toute cette complexité-là. Après, c'est vrai que la maison individuelle, ça a été dit notamment par M. le Président de Mikit, mais elle a été pilonnée quand même. C'est-à-dire, on n'a pas d'appel à l'accession, c'était vraiment la clientèle maison individuelle. Le fait de ne pas permettre la défiscalisation de maison individuelle, je pense que ça a été une vraie erreur, parce que dans beaucoup de territoires, c'est vraiment, aujourd'hui, on souffre d'une offre locative. Et le réseau, tout à l'heure, je le présentais, qui est sur tous les secteurs du logement. Aujourd'hui, l'indicateur qui considère le plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle la vitrification du secteur locatif. Ça ne bouge plus, parce qu'il n'y en a pas, parce que les gens qui en ont un, ils ne peuvent pas sortir pour en avoir un autre, et ils ne peuvent pas sortir pour accéder. Et le fait d'avoir empêché la défiscalisation ou l'investissement locatif sur la maison individuelle, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué que les promoteurs qui pouvaient faire les deux sont plutôt engouffrés sur le collectif parce qu'ils touchaient une clientèle d'investisseurs et accessible au Pinel. Et puis ça a provoqué que sur pratiquement tous les secteurs aujourd'hui, il y a une offre locative nouvelle en maison individuelle nulle, complètement nulle. Et donc on a tout ce parcours résidentiel qui a été sur un maillon particulier du parcours résidentiel que tu maîtrises, enfin, dans lequel tu interviens, puisque Procevis, c'est aussi l'univers HLM, c'est une famille HLM d'ailleurs. Est-ce que la sortie par le haut, on va dire, du locatif HLM, qui s'est beaucoup fait dans la maison individuelle,
est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça ne va pas se gripper? Et notamment, tu parles de vitrification. Dans le parc social locatif, il y a cette vitrification. Déjà, il n'y a jamais eu une assez grande rotation. Aujourd'hui, elle est en train de diminuer, qui plus est. Aujourd'hui, à partir du moment où on a supprimé l'appel accession, qui touchait quand même les accédants, pas que du parc HM, hein, parce que le parc privé, je suis beaucoup de gens qui rentrent dans les plafonds d'accession sociale. Mais à partir du moment où on n'a pas facilité la sortie du parc HLM de ceux qui aspiraient, qui en avaient la capacité, ce qui s'est produit avec l'appel accession, ce qui s'est produit avec les réductions de barème des PTZ sur certains territoires, eh bien, on a aussi aujourd'hui un parc locatif qui tourne quasiment pas, quoi. C'est-à-dire, il y a une chute de la rotation locative, que ce soit dans le parc social comme dans le parc privé, qui est assez impressionnante. Et donc, on a cette accession sociale qui ne fonctionne pas. À côté de ça, on a des dispositifs un peu marginaux, mais qui fonctionnent quand même pas trop mal. Je pense à l'allocation-accession, mais qui se retrouvent percutés par l'augmentation des taux, puisque à la levée d'options, comment va se trouver l'acquéreur en matière de conditions d'accès au crédit avec une pente de taux qui est assez forte, même si on pense que ça peut se ralentir. On a l'option BRS qui arrive, qui est un outil plutôt sympathique, qui est plutôt intéressant, un peu compliqué à appréhender, mais avec une banque des territoires qui finance le foncier, mais qui refuse d'aller, par exemple, sur du B2, sur du C, et se concentre sur les zones A et sur B1. Donc, on a toujours, nous, on est des anti-zonages, donc j'en profite. Mais voilà, on a toujours ces éléments-là qui sont disparates. Et puis, notre grosse inquiétude du moment, j'étais avec Michael Noguel ce matin, et on en a parlé avec un certain nombre de parlementaires, c'est les annonces qui sont faites sur le prêt à taux zéro dans le cadre de la sortie du CNR, qui sont aujourd'hui dans le projet de loi de finances. Ça a été cité tout à l'heure. Hein. Pardon? Non, je dis le président de MIKIT, président du syndicat, a évoqué effectivement ce futur prêt à taux zéro. Michael pourra préciser, mais il a été annoncé qu'il serait exclusif de la maison individuelle, clairement. Hein. Aujourd'hui, il est exclusif de la maison individuelle, il est exclusif des territoires B2 et C, ce qui est une anomalie totale. Et donc, comme on vote le budget aujourd'hui en 49.3, il faut arriver avec une copie au mois de septembre, corrigée par les parlementaires. Corrigé si possible par le gouvernement, en tout cas par des parlementaires qui font le boulot pour faire corriger la copie du gouvernement. Donc ça, c'est vraiment un sujet parce que on comprend la motivation, je dirais, on connaît tous parfaitement aujourd'hui ce secteur-là. Le prêt à taux zéro, ces dernières années, il ne coûtait pas très cher. Hein. L'État mettait à peu près 2 milliards tous les ans dans le budget du prêt à taux zéro, il en consommait un petit quart. Hein. Il s'en est pas beaucoup vanté. Et donc là, effectivement, avec l'augmentation des taux, il prend plein fouet l'augmentation des taux dans la compensation de l'écart de taux. Donc, ils vont essayer de cadenasser, et le seul moyen qu'ils ont trouvé de cadenasser, c'est effectivement de l'empêcher sur la frange accession sociale qui fonctionne le plus, qui est l'accession sociale à la propriété en maison individuelle. Et ça, comme on est quand même dans un moment extrêmement compliqué, où quand on regarde, moi j'ai fait un point ce matin, comme je fais tous les mardis, pratiquement maintenant tous les 2 mois, premier mardi de chaque mois, deuxième mardi de chaque mois, de conjoncture avec mes 45 groupes du réseau ProCivis. Enfin, on est tous avec un peu d'expérience. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de primo-accédants. Nulle part. Donc, ça vaut pour la construction de maisons individuelles. Ça vaut pour le peu de primo-accédants qui vont dans la promotion immobilière. Ça vaut pratiquement aujourd'hui aussi sur la transaction immobilière. Donc, voilà, on est dans un moment très compliqué où il va falloir que les choses se rétablissent. Sinon, on va prendre une crise encore plus dramatique. Et on risque d'aboutir à ce que le ministre a appelé l'éventuelle bombe sociale. Qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui nous prend peut-être. Alors, on ne la voit pas. Bon, on voit néanmoins. On voit les signes, vient de l'agitation dans notre pays, hein, qui peut avoir d'autres causes, mais enfin, on sent qu'il n'y a pas de sérénité. Hein. Merci beaucoup, Yannick. On reviendra bien sûr vers toi. Alors, Michael, merci d'être avec nous au titre de ton passé de parlementaire. Tu as été rapporteur et tu as voté avec enthousiasme ce qui est devenu la loi climat résilience du 24 août 2021. On a évoqué une disposition forte, hein, qui est le zéro artificialisation nette de cette loi. Il y a bien d'autres choses. Est-ce que tu peux nous repréciser quel était l'état d'esprit du législateur? Est-ce qu'aujourd'hui, 2 années se sont passées, hein, presque jour pour jour. Certes, les dérèglements climatiques sont toujours là, se sont même aggravés. Mais on voit que les dérèglements liés au logement sont insupportables, hein, Yannick vient de le dire, et avant lui, les 2 autres débatteurs. Est-ce qu'il y a un remords
de ta part? Est-ce que tu dis, et puis de la part peut-être d'autres élus, est-ce qu'on se dit on est allé trop loin, on est allé trop vite, d'autant plus que longtemps que certains anticipent même cette échéance de 2050 alors qu'on est qu'en 2023. Voilà. Quel était l'état d'esprit du législateur qui faisait partie du corps législatif à l'époque? Avec le recul, est-ce que tu nuances et comment tu vois cette réconciliation avec ton expérience et ton présent de consultante, tu es proche des entreprises immobilières, est-ce que cette réconciliation elle est possible ou est-ce qu'il faut se résoudre à l'idée que la maison individuelle telle qu'on l'a connue est condamnée? Le tel qu'on l'a connue est important parce qu'il y a eu des nuances aussi de la part de Yannick, de Damien ou de Céline. Bien sûr. D'abord, merci Henri pour l'invitation, merci à l'UNIS. Ravi de vous retrouver ici. Tu l'as dit Henri, moi j'étais rapporteur thématique sur le logement de la loi Climat et Résilience. Et à l'époque, dans cette loi, il y avait plusieurs volets, il n'y avait pas que du logement, mais sur le logement, il y avait deux grandes thématiques qui étaient la rénovation énergétique des logements et le zéro artificialisation net. On parlait d'artificialisation des sols. D'abord, peut-être rappeler, parce que c'est vu, je sais, comme des contraintes, tout ça, quand on parle, c'est pas le sujet ce soir, mais quand on parle de rénovation énergétique de l'existant, avec un calendrier ambitieux de rénovation énergétique, je sais que c'est perçu par tous les professionnels qui sont chargés de faire ces rénovations comme des objectifs difficilement atteignables parce que toutes les conditions ne sont pas réunies, de financement, de présence de professionnels, bref. Sur l'artificialisation des sols, pourquoi on a fait ça? Là aussi, c'est pas pour emmerder les acteurs et c'est pas pour emmerder les Français qu'on décide de prendre des mesures aussi drastiques. Il faut avoir en tête quelques chiffres. Je vais pas balancer trop de chiffres, mais avoir en tête quelques-uns. D'abord, on artificialise chaque année entre 20 000 et 30 000 hectares de surface naturelle, agricole, et ça, c'est chaque année. C'est l'équivalent d'un département, je disais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Et l'objectif, il y a deux objectifs en fait avec la loi Climat et Résilience, c'est d'atteindre le zéro artificialisation nette en 2050. Mais avant, il y a une autre étape, c'est entre 2021, date de promulgation de la loi, et 2031, donc en 10 ans, de diviser par 2 ce rythme d'artificialisation. Donc en gros, on prend une moyenne de 25 000 hectares artificialisés chaque année. Aujourd'hui, ça fait 250 000 sur 10 ans. On veut passer de 250 000 hectares artificialisés à 125 000. Ça, c'est l'objectif, j'allais dire, intermédiaire. Et sur le même principe que la rénovation énergétique, où il y a une trajectoire sur l'artificialisation des sols, avant d'arriver au zéro artificialisation nette, on a ces trajectoires-là qui d'ailleurs viennent d'être revues à l'initiative du député et président du Conseil national de l'habitat, Lionel Cos, puisqu'il y a des délais supplémentaires et quelques exemptions qui ont été accordées pour faciliter la mise en œuvre de ces zéro artificialisation nette. C'est à l'initiative des sénateurs pour rendre à César? En fait, il y a eu de part et d'autre des travaux menés au Sénat et à l'Assemblée par Lionel Cos et Bastien Marchive, et au Sénat aussi par d'autres parlementaires. Donc il y a eu une convergence et un consensus sur, j'allais dire, la meilleure application et faire en sorte que les élus, parce que l'artificialisation, le ZAN s'applique à travers les documents d'urbanisme, que ce soit d'abord le SRADET, puis les SCOT, puis les PLU, et chaque strate doit prendre en compte la planification de la réduction d'artificialisation des sols. Là aussi, un point très global, mais qui paraît important avant d'en venir aux équilibres économiques. La loi Climat et Résilience, elle a vocation à traiter le dérèglement climatique et essayer de trouver les moyens de la résilience face aux effets du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, le changement climatique, on en est témoin tous les jours aujourd'hui. On voit les températures records, mais il y a des choses qu'on voit moins, et notamment l'artificialisation des sols, il faut le dire, hein, est responsable de l'érosion des sols, est responsable de l'érosion de la biodiversité, et à la fin responsable d'une dégradation de notre cadre de vie et des équilibres environnementaux. Donc, il faut arriver à concilier. On a une population qui croît, donc on a des besoins de logements supplémentaires. Mais quand je donnais le rythme d'artificialisation,
l'artificialisation augmente 4 fois plus vite que la population. Donc, il faut pouvoir à la fois concilier le besoin de loger les Français aux bons endroits en essayant de coller le plus possible à leurs aspirations. J'y reviendrai parce que c'est évidemment un enjeu majeur. Et en même temps, ces enjeux environnementaux qui s'imposent à nous tous. En réalité, même si c'est sous la majorité d'Emmanuel Macron qu'a été votée la loi climat et résilience, après 2027, ce ne sera pas Emmanuel Macron, mais vous verrez que ces objectifs, ils seront renforcés, quelles que soient les majorités, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Oui, on rappellera qu'Emmanuel Macron ne peut pas être réélu. Hein. Tu n'annonces pas qu'il serait battu. Hein. Voilà. Ah, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une réforme constitutionnelle, qui sait. Non, mais trêve de plaisanterie, ce que je veux dire là, c'est que c'est ce qui est vu comme des contraintes pour les professionnels et même les Français, parce que quand on dit aux Français, pendant 30 ans, vous souhaitiez vous installer quelque part en France sur le territoire, il n'y avait pas de contraintes à ça, et aujourd'hui, on est en train de leur dire, bon, il va y avoir des contraintes, vous n'allez pas pouvoir vous installer où vous voulez. Si vous voulez vous installer, si vous voulez mettre en location un bien, il faut qu'il soit vertueux sur le plan énergétique et qu'il propose, j'allais dire, des conditions de logement décentes. Bref, c'est vrai qu'on passe d'une époque où il y avait moins de contraintes à une époque où ces contraintes, elles doivent être intégrées. Et c'est aussi justement le rôle de ces textes un peu structurants comme la loi climat et résilience d'accompagner les changements qui sont nécessaires. Une fois qu'on a dit ça, moi je suis, et Yannick Borde pourra en témoigner, puisqu'on avait travaillé déjà dans le mandat précédent sur ce sujet. Moi, en tant qu'ancien élu et conscient de ces enjeux environnementaux, on essaie de concilier les aspirations des Français avec les contraintes qui s'imposent à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en effet, les Français aspirent à avoir de l'espace. Si on questionnait, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des sondages actualisés sur le souhait des Français et quel est leur habitat préféré. Je pense que l'habitat préféré, c'est soit un appartement avec balcon quand on n'a pas le choix que d'habiter dans un collectif, mais globalement, le rêve de tout Français, c'est d'habiter dans un pavillon avec un jardin. Livraison de sondage, clairement c'est un 86% que j'ai retenu, voilà, mais Damien aussi nous citait des chiffres, là-dessus il n'y a pas de contestation possible. Donc une fois qu'on a pris la photographie de l'aspiration des Français, c'est est-ce qu'on peut apporter avec la construction neuve de maisons individuelles, est-ce qu'on peut répondre de cette façon-là à l'aspiration de tous les Français? La réponse, malheureusement, en raison des contraintes environnementales que j'évoquais, la réponse est non. En revanche, essayer de concilier le souhait d'espace, le souhait de maisons individuelles, avec notamment un dispositif que j'essayais de pousser à l'époque, qui n'avait pas pu voir le jour, mais qui était le Pinel groupé. On avait travaillé dessus avec Yannick, en se disant, et comme l'a dit Céline tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a plus des surfaces, on n'est plus sur des terrains de 1000 ou 2000 mètres carrés. Aujourd'hui, les Français, ils aspirent à avoir un jardin, mais ils ne veulent pas non plus les contraintes liées à un trop grand espace. Donc, on sait faire, j'allais dire, de la densification avec de la maison individuelle. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas du tout opposer maison individuelle et collectif. Je préfère juste qu'on parle de artificialisation, dans quels endroits, plutôt que de se dire tel habitat est condamné. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, donc, on était ensemble avec Yannick dans un événement que j'ai eu le plaisir d'animer en partenariat avec l'UNIS. Plusieurs parlementaires étaient présents, et notamment sur la question du prêt à taux zéro, parce que je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup. Plusieurs parlementaires ont affirmé que ce prêt à taux zéro et les annonces faites par le gouvernement après le CNR Logement, au moment de la clôture du CNR Logement, seraient amenés à évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yannick évoquait la restriction du PTZ en zone B2 et C. Bon, des députés comme Jean-Louis Bricout, comme Guillaume Casbarian, par exemple, qui ont dans leur circonscription ces territoires classés en zone B2 et C, eux, ils voient bien l'effet que ça aura sur la population. Alors, tu es en train de nous dire que la copie, c'est ce qu'évoquait Yannick, tout ça va passer au 49.3, donc il faut que la copie rapidement soit, avec la bénédiction du gouvernement, amendée. On irait vers une réouverture à la maison individuelle du prêt à taux zéro 2024-2027 ?
Je pense que ça peut se faire. Moi, en tout cas, je défends l'idée que on doit pouvoir faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner la maison individuelle neuve. Je pense qu'on a besoin de logements qui soient différents du collectif et de la maison individuelle, du neuf et de l'ancien à rénover, parce que quand on parle d'aspiration des Français à habiter dans des maisons, on peut aussi encourager les Français à investir et à acheter des maisons individuelles pour les rénover. Il n'y a pas que la construction neuve. Et ce commentaire vaut à la fois pour le collectif comme pour la maison individuelle. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Et donc, oui, je pense que malgré, il est probable que, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il est probable que de nouveau, à l'automne, les projets de loi de finances soient votés avec le 49.3. Pour autant, les parlementaires auront quand même leur mot à dire dans la copie finale. Et je suis certain que le PTZ, tel qu'il sortira de ces lois de finances, sera revu par les parlementaires. Mais voilà, on essaie en fait de marcher sur les deux jambes, rénovation quand c'est possible, parce qu'il y a des endroits, et on va pas se voiler la face, il y a des endroits où on parle de logements vacants, mais c'est des logements qui ne trouveraient pas preneur, même s'ils étaient rénovés. C'est-à-dire qu'il y a des maisons individuelles qui sont dans des territoires totalement détendus. Alors, Yannick Bord n'aime pas cette expression, mais il y a des voilà. logements obsolètes. Et dans des il y a des logements obsolètes. Moi, tu le sais, Henri, je me suis toujours battu et je m'inscris en faux quand j'entends 3 millions de logements vacants en France. La réalité, c'est que des logements directement mobilisables, habitables, dans les zones en tension où il y a vraiment une forte demande, on est autour de 130 000, 150 000 logements. C'est déjà beaucoup. Quand on parle du rythme de construction, c'est déjà beaucoup. Mais il faut sortir de cette idée qu'on va pouvoir rénover tous les logements vacants et qu'ils trouveront preneur pour de l'acquisition ou de la location. Je donne la parole à Céline qui l'a demandé à un moment, mais je voulais que tu déroules ta démonstration. Tu n'es pas non plus de ceux, parce que c'est quand même une petite musique qu'on a entendue, Yannick en est témoin, hein, ou Damien, on n'aurait plus besoin de construire. On nous a même produit au début du CNR des chiffres de besoins assez surréaliste qui témoignerait que, pour ainsi dire, il faudrait rendre des logements. Quoi. On en aurait trop. Bon. Alors, clairement, tu dis que l'existant, pour les raisons que tu viens d'analyser, ne suffira pas. On a besoin de construire de nouveaux logements, notamment individuels. Bien sûr, on a besoin de construire de nouveaux logements. Ce qu'il faut, et c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait assez jusqu'à présent, mais aussi parce que la donnée, la data manque quand on parle des politiques du logement. C'est une proposition qu'on avait formulée dans le cadre du CNR Logement, c'est justement d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis et beaucoup plus à la maille des territoires. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait être décentralisé comme compétence, c'est l'analyse précise du besoin en logement. De quel type de logement on a besoin, où précisément, et ça permet ensuite de pouvoir dire, à tel endroit, la maison individuelle neuve, on en a besoin. Dans tel autre, il y en a assez, on n'en a plus besoin, donc on va construire des logements différents. Je pense qu'il faut simplement sortir des dogmes. Et je me permets de la défendre parce qu'elle n'est pas là, mais Emmanuel Wargon, ses propos ont été un peu détournés de leur intention. Dans cette table ronde, mais vas-y. Mais parce qu'en fait, l'idée à l'époque développée par Emmanuel Wargon, c'était de dire que ce qu'il faut éviter demain, c'est d'avoir des lotissements, des quartiers pavillonnaires complètement éloignés des liens de transport, des zones d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, exactement, parce que quand vous investissez, quand vous habitez dans une maison individuelle qui est trop éloignée de votre emploi, ça veut dire que vous allez prendre votre voiture. Avec le coût du carburant qui augmente et qui va continuer à augmenter, ça veut dire du pouvoir d'achat en moins. Bref, en fait, l'idée, ce n'était pas j'allais dire une attaque contre la maison individuelle. Elle-même rappelait qu'elle habitait une maison individuelle, la ministre à l'époque. L'idée, c'est de concilier les choses. C'est elle qui l'a dit en premier, mais enfin, on s'est aperçu que c'était vrai, en tout cas. En tout de se dire que... On a des ministres successifs qui habitent des maisons individuelles. Hein. C'est un hasard. Voilà, en fonction de ça. Bon. Non, moi j'habite dans une passoire énergétique, vous voyez, c'est pas dans un appartement qui est classé G. Bon, voilà, on n'est pas tous en maison, mais bref, on a besoin de concilier les choses, et de part et d'autre, du côté politique comme du côté des professionnels, il faut éviter, j'allais dire, une approche qui soit trop dogmatique en se disant ça c'est permis, ça c'est pas permis. La réalité, c'est que les solutions
elles sont dans la complémentarité. Alors, ton propos, mais sûrement pas seulement, hein, a soulevé des demandes de prise de parole. Dans l'ordre, je suis dans une salle de classe, ça ne vous a pas échappé, donc je fais comme les maîtres d'école, il y a un ordre. Donc Céline, depuis longtemps, a demandé la parole, et après, je ne sais plus trop si c'est Damien ou Yannick, dans quel ordre, on verra. Céline. Oui. Alors, déjà, Monsieur Nogal, je vous trouve très courageux d'avoir défendu Madame Wargon, vraiment, bravo. Il y a pas mal de propos que je ne partage pas forcément dans votre analyse et sur lesquels j'aimerais revenir. Quand vous parlez du fait que on artificialise un département par an, il y a une chose, il y a un chiffre que je voudrais opposer à cela, c'est le taux d'artificialisation au national. Aujourd'hui, le taux d'artificialisation au national, c'est 6% du territoire. Tout le reste est utilisé par des zones NAF, donc soit agricoles, soit forestiers, soit rien d'ailleurs, ce qui est très peu, si j'ose dire. Quand on parle d'artificialisation, aujourd'hui, il faut tenir compte, on n'est pas seulement sur de la maison individuelle ou sur l'immeuble. Dans le taux d'artificialisation, on compte aussi les voiries, les infrastructures, etc. etc. La part utilisée pour le logement, elle est vraiment inférieure à tout cela. Donc, ce n'est pas par le fait d'augmenter, si j'ose dire, le logement auquel il faut répondre qu'on va augmenter forcément l'artificialisation. Ce n'est pas que le logement qui a un impact sur le taux d'artificialisation. Donc ça, voilà, je voulais vraiment le corriger. Quand vous parlez également du taux d'artificialisation à réduire qui est imposé par le ZAN, je voudrais juste rappeler que le taux d'artificialisation, en effet, a été déjà déduit et le ZAN a déjà été mis en application depuis 20 ans. On s'est rendu compte, quand on regarde les taux d'artificialisation de 2000 à 2010 et de 2010 à 2020, qu'on avait déjà, sans ZAN, réduit de 50% tous les 10 ans. Donc aujourd'hui, je réitère mon propos, on est réellement sur du dogme. Et en imposant, si vous voulez, ce ZAN qui est trop contraint, on serait réellement arrivé au même résultat sans le ZAN. Et aujourd'hui, à cause du ZAN, non content de priver les Français de leur logement préféré et d'imposer un type de logement français, on va se retrouver avec une impossibilité également d'implanter des infrastructures, des industries. Quand le président de la République dit qu'il veut réindustrialiser la France, je dis oui, d'accord, comment? Parce que quand M. Borde disait, et je le rejoins, hein, que demain les maires devront choisir quelque part entre l'implantation d'une entreprise ou d'un logement, il y a tellement de communes en France qui se sont créées grâce à l'implantation d'entreprises ou d'usines autour desquelles on a créé du logement. Et aujourd'hui, il va falloir implanter une usine, certes, et construire des logements sur l'agglomération, sur l'agglo d'à côté ou la métropole d'à côté. Enfin, c'est une préoccupation d'ailleurs du MEDEF. Hein. Le président du MEDEF est sorti du bois il n'y a pas longtemps, le précédent président, il ne l'est plus, pour dire que, en effet, la réindustrialisation serait freinée par l'absence de logement. Exactement. Et donc là, on est sur un non-sens écologique parce qu'on va se retrouver avec des gens qui seront obligés de faire 20 à 30 minutes de voiture pour aller travailler. Donc, où est l'écologie là-dedans? Céline, une chose aussi, je crois que tu avais en tête, parce qu'on en a parlé, des comparaisons internationales qui accréditent qu'on n'est pas non plus les plus coupables en Europe sur ce sujet, hein, en termes d'artificialisation. Et pas que. En effet, il y a beaucoup de… Merci, je te remercie de me tendre la perche. On a énormément, on a des voisins européens qui ont un taux d'artificialisation bien plus important que le nôtre. En plus, ce qui est problématique, et ça c'est un vrai problème franco-français, dans notre calcul du taux d'artificialisation, on ne calcule pas de la même façon que tous nos confrères européens. Donc déjà, utilisons le même mode de calcul, plutôt que d'avoir créé notre propre usine à gaz pour pouvoir nous comparer aux copains.
Et avec notre usine à gaz qui est plus contrainte que celle de nos voisins, on se rend compte que déjà, on n'est pas plus artificialisé. Alors, si j'ose dire, ce n'est pas vertueux comme démarche. Donc, en effet, il faut réduire la consommation d'espace NAF. Et le pôle habitat de la Fédération du bâtiment est totalement en accord avec ça. Mais arrêtons de nous culpabiliser et essayons de déverrouiller la machine plutôt que d'imposer des contraintes qui sont irréalisables parce que tout le monde le sait, sur ce fameux âne. Et par rapport au fait qu'en France, on est vertueux, en France, dans notre mode constructif, on est quand même, avec la RE 2020, les meilleurs élèves de l'Europe. Alors, intéressant, on va revenir sur les procédés constructifs, c'est bien qu'ils soient évoqués. Je voudrais juste rebondir justement sur ce que disait Céline. Les deux autres intervenants puissent… Mais parce qu'en fait, on est d'accord sur plein de choses. Céline a raison de rappeler que l'artificialisation, ce n'est pas que le logement, ce n'est pas que le bâtiment, même le tertiaire. Faire une route, c'est artificialiser les sols, tout à fait. Et en fait, d'ailleurs… nous dit, est-ce qu'on peut parler de l'artificialisation dont la logistique est coupable, hein, effectivement, les grands entrepôts… Mais que ce soit la logistique, que ce soit le logement, que ce soit les routes, tout ça fait partie de l'artificialisation. Ce que je dis moi simplement, c'est même pas une opinion, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix, avec ce qui arrive de conséquences environnementales et de changements climatiques, on n'a pas le choix que d'intégrer les changements qui sont de plus en plus visibles et avec des conséquences de plus en plus lourdes. Je pense notamment au retrait et gonflement des argiles, les maisons individuelles, et Céline, on partage nos origines en région Occitanie, on est une région qui est vachement concernée, ça va demain poser des questions assurantielles. Les catastrophes naturelles, dans 10 ans, dans 20 ans, qui sera là et qui pourra se payer justement l'assurance habitation dans des territoires sinistrés, soit par des inondations, soit par des problèmes… 10 milliards de sinistres liés à ça l'an dernier. Hein, c'est les chiffres des assureurs. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc voilà, en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Céline. Et ça vaut aussi, et elle a raison aussi de rappeler qu'on n'a pas attendu la loi climat et résilience pour réduire le rythme d'artificialisation. Mais comme on n'a pas attendu la loi climat et résilience pour rénover des logements. Ce qui change avec la loi climat et résilience, j'allais dire, on change un peu d'échelle. Que ce soit la non-artificialisation ou la moindre artificialisation, comme pour la rénovation des logements, c'est le changement d'échelle qui est primordial. Michael, bien sûr, je reviendrai ensuite vers toi. Alors, je suis passé Damien ou Yannick, pardon, à celui qui a parlé avant l'autre, si je me trompe. Est-ce qu'il y en a un qui sait s'il a levé la main avant l'autre? Allez, Damien, on va dire Damien, et puis ensuite Yannick. Je vais faire rapidement pour permettre à Yannick de commenter également. J'intercale une question. On a parlé d'évolution des maisons. Dans ta société, tu es un gros producteur de maisons individuelles, un peu moins peut-être maintenant, mais production très significative. Est-ce que l'objet a évolué? On parlait tout à l'heure de maisons à étage, plus denses, intergénérationnelles, de maisons mitoyennes. Enfin, on a commencé à parler de ça. Voilà. Bien sûr, en fonction de la nature du terrain, on ne construit pas la même maison. Donc, effectivement, les terrains se rétrécissant, les maisons qu'on construit ne sont pas forcément les mêmes. Moi, ce que je trouve frappant, en fait, quelque part, c'est que là, on nous parle d'écologie, de préserver la planète, etc. On oublie juste qu'on parle du cadre de vie dans lequel on loge les Français, en fait, quand on parle des desiderata des Français. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que derrière toutes ces thématiques qui sont, à chaque fois, c'est des déclarations entre guillemets, de bonnes intentions, hein, qui sont indiscutables. Hein. Le réchauffement climatique, il est indiscutable, notamment. Mais on est en train de passer d'un modèle où, Madame l'a rappelé, la taille des terrains s'est réduite année après année. Pourquoi? Un, parce que la demande des ménages n'est plus la même. Et puis deux, parce que le prix du foncier avait monté année après année. Oui. Et donc, à un moment, pour recouper le budget des ménages, les terrains, ils font plus 800, ils font 700, ils font 600, ils font 500 mètres carrés. Et dans certaines régions, c'est même déjà 250 mètres carrés. Et on est en train de passer d'une économie du logement où on se disait, quelque part, c'est le marché qui va réguler tout ça. Et c'est un gouvernement, un président libéral qui nous fait rentrer dans une politique complètement administrée du logement. On va expliquer demain qu'on a coupé la France en circonscription et puis qu'à tel endroit, on va pouvoir construire des maisons, à tel endroit, c'est mieux de faire du collectif. Et c'est une politique complètement administrée. Honnêtement, je pense qu'en Corée du Nord, ils pourraient définir la politique du logement un peu de la même façon.
Après, je ne sais pas, Damien, si le président Macron est libéral. Ça, c'est un autre débat. Hein. Voilà. C'est un autre débat. En tout cas, C'est il pas le est débat du- taxé de l'être. Moi, je dis juste qu'il y a des équilibres qui se sont faits. Je parlais de la taille du foncier, par exemple, qui vient du fait que les prix du foncier ont augmenté. Là, depuis 2 ans, on n'en a pas parlé beaucoup, il y a une inflation monstrueuse des coûts de construction, des coûts des matériaux, qui, par nature, a aussi tendance, du coup, les budgets des ménages étant contraints, à réduire la taille des terrains sur lesquels on construit, tout ça pour aller récupérer la solvabilité en fait, financière des ménages, et que cet équilibre, il est déjà en place. Et là, avec ces mécanismes d'artificialisation des sols, et je rejoins ce que disait Madame, avec des définitions qui sont complètement arbitraires de ce qu'on considère comme un sol artificialisé ou pas, demain, qui sommes-nous pour dire que un jardin avec des roses, un potager, etc., est plus artificialisé ou moins artificialisé qu'un champ de maïs bourré de pesticides. Voilà, ça c'est des vrais débats. Une question pour les néophytes. Il n'y a pas que des constructeurs qui nous écoutent, j'en suis sûr. On ne soustrait pas, pour être clair. Aujourd'hui, une maison de 100 mètres carrés sur un terrain de 500 mètres carrés, on considère qu'on a artificialisé 500 mètres carrés de terrain. Parfait, c'est clair. D'accord. Et donc, c'est sûr que on peut dire tout ce qu'on veut en prenant des déclarations, des définitions en fait orientées comme celle-là. Forcément, on oriente le débat dans un sens extrêmement radical. Voilà, je vais m'arrêter là pour permettre à M. Borg de… Alors, Yannick, absolument, merci de ta patience. Et peut-être tout à l'heure une réaction de Michael sur cette question de définition, parce que ça a fait l'objet de débats aussi à l'Assemblée, au Sénat. Est-ce qu'il est normal de ne pas soustraire, voilà, que ce soit un promoteur d'ailleurs, qui ménage des espaces verts autour d'un immeuble, ou que ce soit un constructeur de maisons individuelles, est-ce que cette conception, finalement, ne peut pas évoluer? Yannick. Oui, plusieurs choses un peu dans le désordre. D'abord, je voudrais rectifier une petite phrase qui a dû être dite 1 ou 2 fois, et je crois que même toi, Henri, tu l'as reprise. On n'artificialise pas un département par an, c'est un département tous les 10 ans. Donc, il ne faut pas effrayer ceux qui tous les 10 ans, qui penseraient qu'on bétonne à mort et qu'on remplit tout ça. C'est pas aussi rapide que ça, et heureusement que c'est sur ce rythme-là. Moi quand j'entends tout ça, un peu avec mes 2 casquettes, en fin de compte, on voit bien que la problématique, elle reste tournée autour de la question foncière. Et de la question de la densification. Et ça, je pense qu'on n'y échappera pas. Donc, on peut regretter le passé, on peut regretter plein de choses, on peut regretter les délais, on peut regretter les rythmes qu'impose la loi climat et résilience, qui, à mon avis, mériteront d'être ajustés le moment si les choses s'enclenchent, mais qu'on n'est pas tout à fait dans les échéances. Mais la question de la densification et la question de la problématique foncière, elles sont indispensables aujourd'hui pour la construction de demain, et on revient sur les formes urbaines, etc. Aujourd'hui, on sait faire 17 maisons sur 3000 m², ce n'est pas les mêmes qu'on faisait il y a X années. Alors évidemment, j'ai bien conscience qu'entre le secteur diffus et le secteur groupé, il peut y avoir à un moment donné des petites compétitions, mais je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble sur ces notions de forme urbaine. Et puis ZAN a une vertu pour les élus. Je ne sais pas si c'est sur tous les territoires comme ça, mais en tout cas sur celui que je suis, on travaille comme ça. On a lancé un groupe qu'on a baptisé Sobriété foncière par rapport à ZAN, et on se met à regarder nos villes. Et quand on regarde nos villes, on se rend compte quand même, alors c'est très différent d'un territoire à l'autre, mais que la place, il y en a. La densification, elle est globalement faible. La densification à Paris, elle est très basse. La densification en zone, je vais dire B2, comme ça tout le monde voit à peu près de quel territoire je parle, même quand ils sont économiquement très puissants, on n'a jamais fait des immeubles de 12 étages, voilà, donc on a des zones d'activité ou des zones commerciales qui sont sous-densifiées. Et quand on parle d'artificialisation, quand on a artificialisé un parking, peut-être qu'on peut raisonner un peu différemment aujourd'hui sur la gestion des parkings et retrouver du foncier qui permet de retrouver de la constructibilité. Nexity vient de passer l'accord. Exactement, l'accord Nexity Carrefour, et il va dans ce sens-là. Et je trouve que ça, c'est un exercice qui n'est pas inintéressant, surtout à un moment donné où on a aussi un peu parfois des donneurs de leçons sur repenser la vie de demain, etc. Mais je pense que ce n'est pas un exercice nécessairement complètement neutre et complètement inintéressant. Et derrière tout ce qu'on a dit, en fin de compte, c'est la politique du logement, à quel niveau elle doit être conçue. Aujourd'hui, elle est conçue à un niveau national. Moi, je m'oppose à ça depuis longtemps, tu le sais, on en a parlé plusieurs fois, en disant qu'elle doit descendre sur les territoires. Parce que cette notion de densification, cette notion de règles d'artificialisation, les notions de zonage, les notions d'accès au PTZ à tel niveau ou tel autre, ou du Pinel ou pas de Pinel,
ça n'a plus de sens quoi, de raisonner comme ça. Quand vous zonez une ville-centre B1 et qu'elle est au Pinel, et toute la première couronne est B2, et que l'immeuble qui soit d'un côté au lieu du boulevard, il va être d'un côté sur la ville-centre, de l'autre côté sur la première couronne, ben, les promoteurs, ils vont où? Ils vont sur la première couronne et ils vont sur la ville-centre parce qu'ils savent qu'ils vont avoir accès à du Pinel. Il y a toute cette notion d'aménagement du territoire, elle a complètement disparu. Et moi, je pense qu'il faut tous ensemble, acteurs immobiliers, quelle que soit un peu notre position, on la reprenne pour qu'on ait une offre et un besoin. Et tout à l'heure, quand je disais, c'est pas innocent, qu'on confond souvent besoin et demande. C'est pas du tout pareil. Je vais prendre l'exemple de ma ville, parce que tu m'as demandé de participer avec mes deux casquettes. Moi, j'ai une ville de 8000 habitants, il y a 3500 résidences principales. On a fait une étude et j'ai demandé à l'AMF qu'elle essaye de voir si ça ne peut pas être fait un peu modéliser un peu partout. Sur une ville comme la mienne, il faut 45 logements neufs par an pour maintenir la population. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le desserrement familial, les séparations, les étudiants, les enfants qui partent, les parents qui restent tout seuls, c'est mon cas, hein, comme ça. On était 4 il y a quelques années, on n'est plus que 2 dans la maison. Le décès de l'un, on est dans une politique de maintien à domicile, et heureusement, et donc reste à domicile la personne seule. Donc, les élus, il faut qu'ils arrêtent aussi d'être amendés dans des espèces de contradictions. Aujourd'hui, pour maintenir sa population, il faut construire. Tout à l'heure, tu posais la question à Michael, est-ce qu'il faut construire? Rien que pour maintenir la population. Je parle de territoire qui concerne, on va mettre peut-être une partie de la France, mais concerne la grande majorité des territoires, c'est-à-dire ceux en gros où il y a d'activité économique. Sur ces territoires-là, rien que pour maintenir, il faut construire, avec le fait du desserrement familial. Donc tout ça, ça repose aussi un peu sur une stratégie d'aménagement du territoire qui n'existe plus vraiment. Et je vais finir sur un exemple. Il y a un mois à peu près, le président de la République est allé à Dunkerque annoncer la méga factory, les usines de batteries, etc. Et le matin, sur une grande radio nationale, le maire de Dunkerque était là et je me mets à sa place, on serait très heureux tous d'avoir ces annonces-là. 16 000 emplois potentiels d'ici 2035 sur ce champ-là, 8 000 qui sont des reconversions locales et 8 000 nouveaux. 8 000 nouveaux, on fait quoi? On les loge quand? Ils arrivent quand? Bien sûr. Nous, on est sur un paquebot de long terme, nous, sur un cycle de long terme. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que je pense que vraiment, cette notion d'aménagement du territoire et de coller le plus près possible aux attentes des territoires, à la politique des élus locaux, qui doit être précisée, qui doit être améliorée, je prends un certain nombre de cas, mais surtout à la dynamique des territoires, elle nécessite qu'on repense cette notion-là, puisque ça ne peut pas se décider partout de la même façon. Est-ce que tu penses que le ministre du logement, peut-être de la ville et du logement futur, alors ça peut être le même, dont on élargirait les compétences, mais devrait avoir l'aménagement du territoire dans son escarcelle? Ça existait. Hein. Voilà, le problème de l'aménagement du territoire, c'est une nouvelle fois Pierre Méhaignerie, mais je le fais avec plaisir. Il est le dernier à avoir eu l'aménagement du territoire et le logement. Il faut remonter à 88, hein, c'est pas hier. Est-ce que ça aurait du sens aujourd'hui? Ça aurait du sens avec une limite, c'est que l'aménagement du territoire, ça ne concerne pas que le logement. Et quand on parle de réindustrialisation de la France, on peut penser que le ministre de l'économie a aussi une légitimité à couvrir une partie de l'aménagement du territoire. C'est plutôt quelque chose de transversal. Dans un gouvernement, ça ne marche pas terrible, les trucs transversaux en général. Mais voilà, c'est là où c'est un petit peu complexe. Mais moi, je pense que la question, après, elle passe soit par de la décentralisation, ce qui est parfois perçu comme un gros mot, soit par de la contractualisation. Là, on va avoir une annonce, on nous avait dit ce soir, ce sera peut-être demain ou en fin de semaine, du zonage B1, 200 villes qui vont passer B1. Moi, j'imagine le maire de la commune qui reste B2 à côté, la commune voisine. C'est pas de l'aménagement du territoire, c'est pas de la politique de logement. C'est voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraisemblablement créer de l'inflation immobilière sur celle qui passe B1, et on va flinguer les projets sur ceux qui étaient en montage sur celle qui va rester B2. Bon, c'est du court-termiste et ça ne va pas marcher. Donc, en tout cas, il va y avoir les mêmes phénomènes qu'on a eu sur les villes qui ont bougé il y a quelques années en B1. Donc, voilà, pour être clair, tu plaides, on a parlé du Pinel breton, hein, bon, on sait tout ce que c'est. Tu plaides pour que les élus tiennent le manche au moment de savoir quelles aides, quel type d'habitat pour leur territoire. C'est eux qui sont les mieux placés en liaison avec l'État? Alors, il faut qu'ils s'accaparent une matière qui est compliquée, qui est le logement. Moi, je baigne dedans, c'est un petit peu différent, mais quand vous êtes un jeune élu, que vous arrivez et qu'on vous parle de HLM, de PLH, de SCOT, de PLU, de programmation, tout ce qu'on veut, c'est quand même une matière, tous les gens autour de la table la connaissent, mais c'est quand même une matière complexe. Et je ne vais pas sur le champ des copros dégradés, de tout un tas d'autres sujets que tu connais bien, qui sont aussi compliqués. Mais en même temps, il existe des outils. Il y en a un principal, c'est le PLH, programme local de l'habitat. Il y a quelques années, les PLH, pour faire simple, je vais être méchant avec les élus, c'était combien on veut d'habitants nouveaux, ça se traduit en nombre de logements nouveaux, et on répartissait la production nouvelle entre le social et le libre.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a une politique sur le parc existant, il y a une prise en compte de tout ça. Ce qui est anormal, c'est qu'il y ait des territoires encore sans PLH, alors que la loi oblige le PLH. Le PLH, c'est quelque chose qui est construit par les élus, validé par l'État. Il peut donner lieu à une contre-actualisation. Il peut donner lieu à une expertise sur le type Pinel-Breton en disant pourquoi Vitré, qui est à 4,2 taux de chômage, aujourd'hui n'a pas de production locative parce qu'il n'y a pas de Pinel et que les gens préfèrent aller à Rennes, payer un logement à 7 000 € et faire du Pinel. C'est quand même pas certain que ce soit une bonne affaire non plus sur le plan économique et sur le plan d'investissement. Mais on a ces espèces de compétitions de territoire qui sont très artificielles, provoquées par le zonage et qui, aujourd'hui, ont fait exploser un peu un certain nombre de situations. Je m'arrêterai là, mais je prends l'exemple de Nantes. Quand Julien de Normandie a décidé de supprimer le Pinel en zone B2, je lui ai dit c'est une connerie, parce que vous allez voir les territoires métropolitains qui vont exploser en matière de prix. L'exemple que je connais bien, mais je pense que Céline qui est sur Toulouse, on pourrait prendre l'exemple de Toulouse, enfin les métropoles en général. On va parler de Toulouse à l'heure, Michael, il connaît un petit peu ce territoire. Mais on voit l'exemple de Nantes, et les territoires B2 autour, ils n'ont pas fonctionné pendant un certain nombre de temps. Maintenant, ils ont repris un peu de rythme, mais ça a été très compliqué. Merci beaucoup. Michael, sur Toulouse, c'est un bon exemple. Je crois que c'est le record de solde net annuel de nouveaux habitants à loger. Hein. J'ai en tête l'ordre de 10 000 habitants de plus à loger chaque année. On sait qu'il y a eu des problèmes liés à des grandes entreprises locales, Airbus, hein, pour ne pas la citer. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il faut penser effectivement ce que vient de dire Yannick et d'autres avant lui sur cet aménagement du territoire, le lien avec le logement, la maison individuelle dans tout ça, et sur un territoire, voilà, c'est semble-t-il un bon exemple, l'Occitanie, Toulouse, capitale régionale, dynamisme démographique très fort, des réponses qui ne sont pas à la hauteur des besoins. Oui, alors j'ai une mauvaise. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. D'abord. Mais on t'entend bien. Alors moi j'ai un mauvais retour, Henri. Ah. Alors, est-ce Milena, qui est notre pilote? Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vais continuer et vous me coupez si jamais, vous ne m'entendez pas. D'abord, peut-être réagir avant de parler de la situation toulousaine, et Céline pourra aussi compléter, mais par rapport à ce que disait Damien tout à l'heure, moi je ne suis pas dans une logique centralisée avec l'État qui dirait aux élus locaux quoi faire. J'ai été rapporteur, en plus de la loi climat et résilience, j'ai été rapporteur du volet logement de la loi de 3DS, de décentralisation. Cette loi, elle est venue créer un statut qui était attendu par les intercommunalités, dont plusieurs aujourd'hui sont AOH, c'est-à-dire autorité organisatrice de l'habitat. Très concrètement, aujourd'hui, c'est un peu une coquille vide dans certains endroits, mais l'idée, c'est de pouvoir donner au territoire des marges de manœuvre supplémentaires dans les politiques du logement et de l'habitat. Maintenant, il faut avoir en tête aussi que, en fait, je ne voudrais pas que ce sujet-là de l'aménagement du territoire et de la question de la construction ou de la rénovation, ce soit vu comme des sujets partisans, parce que ça ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la loi climat et résilience? On applique des obligations qui vont peser sur tous les États membres de l'Union européenne, à savoir qu'il y a un objectif avec le pacte vert européen, qui est qu'on doit réduire d'ici 2030 de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Ça vaut pour le logement, ça vaut pour l'industrie, ça vaut pour l'alimentation, l'agriculture, ça vaut pour tous les sujets qui font notre société, notre quotidien. Mais forcément, le logement, là aussi ancien ou neuf, doit prendre sa part dans cette réduction. Donc, en gros, si je fais le chapeau, on part de cette obligation européenne qu'on retranscrit dans la loi climat et résilience. Et dans la loi climat et résilience, on prévoit des outils, avec aussi la loi 3DS, pour permettre aux élus locaux de déterminer à l'échelle de leur territoire où est-ce qu'on peut continuer à artificialiser, où est-ce qu'il faut réduire ou arrêter simplement l'artificialisation. Et donc, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à l'État, c'est même pas aux députés ou au gouvernement de dire au maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde, voilà, sur cette parcelle, je ne veux pas que vous construisiez. Ça, c'est Yannick Borde avec son intercommunalité et avec ses élus, avec ses collègues élus, qui le déterminent sur le territoire.
Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de plus de logements, on a besoin de construire aujourd'hui. On a besoin de rénover, on a besoin de construire. Moi, je ne veux vraiment pas opposer les deux. Maintenant, il faut le faire aux bons endroits. Il faut le faire avec un rythme qui soit avec une vraie trajectoire. Et cette trajectoire, encore une fois, elle est à fixer dans les documents d'urbanisme régionaux, à l'échelle des bassins de vie, à l'échelle des intercommunalités. Et l'État est juste là pour fixer le cap, comme il est là pour fixer le cap sur la rénovation énergétique. Après, il charge aux acteurs et aux élus locaux de faire. D'ailleurs, on n'a pas le temps d'aller plus loin, et puis c'est de la prospective, mais une proposition de loi va être déposée qui va plutôt accentuer le rôle des élus, et notamment des AOH que tu viens de citer, à ce titre, à l'initiative de Lionel Causse, député qu'on a déjà cité dans ce débat. Alors, il y a des demandes, sachant que, allez, on va se donner, puisque vous le souhaitez, et les participants aussi, quelques minutes encore. Demande de prise de parole. Moi, j'ai des images figées. Je n'ai pas la qualité requise, mais je crois qu'il y a des demandes de prise de parole. Je ne sais pas de qui. Je ne sais pas si c'est Damien ou si c'est... parce que je vois leur image complètement figée. Donc, je ne vois pas de geste ni de mimique. Je ne vois plus rien. Même chose pour Céline, d'ailleurs. Je vois des débatteurs... moi, je veux bien intervenir si tu veux. Voilà. Oui, oui. Donc, oui, j'allais reprendre le propos que tu disais sur la proposition de loi d'Emmanuel Causse pour rendre du pouvoir au territoire. À l'heure actuelle, c'est pas encore le cas et j'espère que ce que dit Monsieur Nogal sera mis en application parce qu'en effet, il faut faire une territorialisation pour qu'on puisse répondre aux attentes de chaque territoire. Par contre, moi, je voudrais revenir, parce qu'on a de bonnes idées, j'ai trouvé je trouve ce débat très intéressant, mais il y a urgence, et ça, on le dit pas assez. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des systèmes à mettre en place pour redonner du pouvoir aux élus, pour essayer de trouver des solutions pour aménager ce ZAN. Aujourd'hui, nos entreprises sont à l'arrêt et les Français ne peuvent plus se loger. Il n'y a plus d'offres locatives sur les territoires au national, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver un appartement ou une maison à louer, c'est le parcours du combattant. C'est impossible. La fameuse vitrification, Yannick, la vitrification du marché, c'est le mot. La vitrification. Aujourd'hui, les loyers ont tellement augmenté. On avait des maisons et des appartements aujourd'hui qui ont pris entre 30 et 40% en valeur locative. C'est impressionnant. Donc, entre certains biens qui sont sortis des dispositifs celliers et qui sortent des dispositifs suivants, les loyers ont augmenté. Et en plus de ça, étant donné qu'on produit moins et que les Français n'arrivent plus à obtenir de crédit pour acheter du neuf, ils cherchent de la location. Donc, on n'arrive plus à loger personne, aussi bien en location qu'en accession à la propriété. Et nos entreprises sont en souffrance. Il y a de la casse régulièrement. Donc, il faut vraiment que le gouvernement prenne conscience et les élus de terrain, et c'est pour ça que je m'en remets à vous, Monsieur Borde, et à vous, Monsieur Nogal, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et une mise en application rapide, notamment d'un PTZ pour le neuf à 40% partout, une réévaluation également des plafonds d'opération. Michael, je tiens à dire qu'aujourd'hui, il ne saurait être tenu responsable de la politique. Voilà, merci Henri, merci. Il a encore du réseau. Il faut qu'il s'en serve. Je ne doute pas qu'il se serve, on le voit bien, de sa grande connaissance des politiques publiques, mais enfin voilà, il n'est plus. C'est un clin d'œil, mais je tiens à ce que les responsabilités soient bien attribuées, qu'on ne se trompe pas. Damien, sur la question. Tu as entendu les propos de Michael là, sur les évolutions possibles, les propos de Yannick Borde, à la fois ton confrère pour la construction de maisons individuelles et élu local. Comment réagis-tu à tout ça? Est-ce que tu penses effectivement qu'il peut y avoir cette conciliation? C'était le titre, ça vaudra un peu conclusion, le titre de notre table ronde, qu'il peut y avoir conciliation. Est-ce que tu sens aujourd'hui cette porosité, cette possibilité? Tu l'appelles de tes voeux, ça c'est sûr, mais est-ce que tu la crois possible? Sur le sujet si on revient sur le débat de l'artificialisation et de la taille des terrains sur lesquels on construit, il n'y a pas débat. Il y a tout un tas de régions en France sur lesquelles on se construit déjà sur des terrains
que beaucoup de Français considéraient comme microscopiques. Et pourtant, les gens qui achètent, je pense, on parlait de la région toulousaine, si on va plus dans l'Est, en Alsace, où le foncier est très cher, on construit régulièrement des maisons sur des terrains qui font 200 mètres carrés, et les gens sont ravis d'acheter une maison sur un terrain de 200 mètres carrés. Pourquoi 200 mètres carrés là-bas? Parce que le foncier est plus cher pour plein de raisons, que c'est proche de la frontière, etc. Et les gens sont ravis de ça. Alors par contre, derrière, il y a un autre sujet, c'est que dans les règles d'urbanisme local, eh ben, parfois, il y a un certain nombre de contraintes qui font qu'on ne peut pas construire sur des terrains comme cela. Bon, ça dépend de la zone tout ça, ça dépend en fait du foncier. Les PLU sont souvent adaptés à ça. Donc aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas densifier tout en construisant de la maison individuelle, je pense que tout le monde se regroupe là-dessus. Ça, c'est une aberration. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat là-dessus. On sait faire et on fait déjà des maisons sur des tout petits terrains. Après, la vraie question, moi, qui sort de tout ça et qu'on n'aborde pas beaucoup, c'est que là, on parle de la forme d'habitat et de la taille des terrains sur lesquels on construit et de l'artificialisation, etc. Et je le disais tout à l'heure en préambule, la maison individuelle, derrière la maison individuelle, va souvent le sujet de l'accession à la propriété, donc de la propriété, de la transmission d'un patrimoine un jour à ses enfants, de préparer sa retraite, etc. D'un point de vue économique, Emmanuelle Margon, quand elle avait fait, comment vous avez dit, elle avait dézingué la maison individuelle, nous on avait dézingué Emmanuelle Margon, parce que quand on regarde le prix d'acquisition d'une maison individuelle aujourd'hui, que ça soit neuf ou ancien, je mets les deux dans le même panier parce que de toute façon, les marchés, ils sont liés. On ne peut pas avoir une maison individuelle neuve construite à côté d'une maison qui a 15 ans et dont les prix sont radicalement différents l'un de l'autre parce que les marchés sont liés, il y a des équilibres qui se font. Et on voit que pourquoi les gens achètent une maison, déjà parce que c'est plus grand, il y a plus d'espace, etc. Et puis aussi parce que d'un point de vue économique, le prix d'accession aux maisons individuelles, il n'a rien à voir avec ce qu'il est en collectif. Il n'y a qu'à prendre les derniers chiffres de la FPI qui dit qu'en région, maintenant, ils vendent des logements à 4 800 € le mètre carré partout en France, que ce soit à Lille, à Marseille, à Brest, etc. Et à partir du moment où on se désintéresse du marché de la maison individuelle, on se désintéresse de la possibilité des Français de pouvoir réaliser la seule forme d'épargne qu'ils ont quand ils sont modestes, c'est-à-dire de pouvoir rembourser un crédit. Parce que quand les ménages sont modestes, même si les constructeurs adressent des populations qui ont des revenus qui sont deux fois et demi supérieurs aujourd'hui à ce que ça l'était il y a quelques années, ils n'ont pas des plans d'assurance vie ou des PEA à bourrer, en fait. C'est bien d'ailleurs ce qui pose problème régulièrement dans l'octroi de crédit, parce qu'ils n'ont pas assez d'apports. Et l'accession à la propriété, quelle qu'en soit la forme, c'est une façon de pouvoir capitaliser pour l'avenir et de pouvoir épargner, en fait, tout simplement, en ne payant pas à fond perdu. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu dans la politique de logement aujourd'hui. D'ailleurs, dans les conclusions CNR, on parle beaucoup on dresse même le constat. C'est vrai que le BRS, ça peut avoir tout un tas d'atouts pour permettre de construire, de garder des populations en local, ça c'est une réalité. Mais quelque part, on fait le constat et on se résout au fait que devenir propriétaire aujourd'hui, c'est trop cher, le logement, c'est trop cher, et il faut s'éduquer à ce que les gens ne puissent plus devenir propriétaires. La propriété doit être réservée à une élite. C'est un peu la conclusion qui en est tirée, et c'est ça qui est un peu dommage. Damien, une illustration chiffrée à ton propos, je pourrais la demander aussi bien à Céline qu'à Yannick, mais tu es face à nous. Le prix moyen de la maison individuelle que tu produis, ta société représentative, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors la maison, plus le terrain, ou la maison distinguée du terrain, peu importe. Le panier moyen, voilà. Aujourd'hui, une maison individuelle neuve en France, terrain plus travaux, c'est 270 000 €, quelque chose comme ça. D'accord. 280 000 €. Voilà. Ça a énormément monté. Il n'y a qu'à voir les chiffres publiés par les acteurs cotés en bourse ces dernières années. Ça a pris 30 000 € en l'espace de 2 ans. De toute façon, le sujet du constructeur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les budgets des ménages, ils ont perdu 50 ou 60 000 €. Et les prix de revient des maisons, elles ont pris, 25 ou 30 000 €. Et donc, il y a quelque part entre 80 et 90 000 € à combler. C'est ça, en fait, le sujet. Il n'y a pas de sujet de demande, en fait. Il y a un sujet de financement de la demande.
Alors, moi, écoutez, le temps a passé, même s'il y a encore une petite centaine de participants avec nous, pour preuve de l'intérêt de ce débat et de vos propos. Moi, je voudrais vous remercier avec beaucoup de chaleur parce que le cahier des charges, vous l'avez respecté, c'est-à-dire qu'au-delà du constat, des propositions ont été faites de nature politique, d'organisation des territoires avec des produits spécifiques, évolution des pratiques professionnelles aussi, hein, vous l'avez dit, même si elles ne sont pas faciles, il y a des changements de métier, mais on peut passer vers le collectif individuel, on peut passer vers faire évoluer la maison existante, la rénovation. Bref, je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose, satisfait ici de la part des participants, et je vais demander au président du cercle, à Benjamin, d'avoir le mot de la fin comme il se doit. Benjamin. Et le micro coupé. Oui, pardon. Merci à tous. C'était extrêmement intéressant. C'est pas du tout mon activité et grâce à vous, j'ai beaucoup appris et j'espère qu'il en ira de même pour toutes les personnes qui ont écouté notre conférence. Moi, ce que j'en retiens, c'est la notion d'urgence, urgence à agir. Et je pense que aujourd'hui, les réflexions prennent trop de temps. Je pense aussi qu'on est quand même très loin d'une France qu'on voulait de propriétaire, en tout cas de ce que voulait notre président. Et notamment, vous l'avez dit, les principaux acquéreurs de maisons individuelles sont des primo-accédants. Et vraiment, on doit avoir une vraie inquiétude pour savoir où vont aller se loger ces primo-accédants. Vous l'avez dit, ils vont rester dans leur location, mais c'est viable un temps, c'est pas viable à long terme. Donc moi, ça, c'est une situation qui m'inquiète. Et vous n'avez pas évoqué un point qui est la rarification des maisons individuelles qui augmenteront naturellement leur prix d'acquisition et de vente. Et donc, s'il y en a moins, comment les gens réussiront à acquérir ces maisons individuelles? C'était une de mes interrogations et je pense que ce prix de marché ne fera qu'augmenter. Merci en tout cas à tous. Et on va... La prochaine date de notre prochaine conférence aura lieu le 12 septembre à la rentrée et on vous accueillera encore nombreux. Merci à tous.